Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour les entreprises, le management durable. C'est bien plus qu'une tendance, c'est une toute nouvelle partition que les entreprises doivent apprendre à jouer si elles veulent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans le monde qui se dessine. Il faut dire que le contexte est intense. Entre les crises sociales, économiques et une planète qui tire la sonnette d'alarme, les défis sont absolument gigantesques. Et ça nous concerne tous, sans exception. L'enjeu est de taille. Alors, face à ce constat, une question se pose, une question assez provocatrice. Est-ce que les entreprises, qu'on a souvent pointées du doigt comme faisant partie du problème, ne pourraient pas, en fait, être la clé de la solution? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Ok, mais avant de parler des solutions, il faut qu'on soit bien d'accord sur le diagnostic. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est crucial pour comprendre la suite. Le truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul gros problème, mais plutôt d'un enchevêtrement de crises. Le contrat social qui se fissure, un État-providence qui peine à se réinventer, et par-dessus tout ça, une dégradation de l'environnement qui s'accélère. Ce cocktail est assez explosif, et il rend un changement de cap tout simplement vital. Pour bien saisir la racine du problème, il faut mettre un nom sur le modèle économique qui a dominé ces dernières décennies, le développement néolibéral. C'est un système qui, en se focalisant presque exclusivement sur la croissance et l'économie de marché, a souvent mis de côté les conséquences sociales et environnementales. Mais heureusement, face à ce constat un peu sombre, une idée vraiment puissante a commencé à germer et à s'imposer partout dans le monde. Une idée qui propose une vision radicalement différente de notre avenir. Attention, cette idée n'est pas sortie de nulle part hier matin. Elle a une histoire, elle a mûri. Tout commence vraiment à prendre forme en 1972 à Stockholm, où pour la première fois, on fait officiellement le lien entre l'environnement et le développement. Puis, en 87, le fameux rapport Brundtland lui donne un nom et une définition. Et enfin, en 92, le sommet de la Terre de Rio l'installe pour de bon sur la scène internationale. Et là voilà cette définition qui a tout changé. Elle est simple en apparence, mais d'une puissance incroyable. L'idée, ce n'est pas de tout arrêter, de stopper le progrès, non. C'est de le réorienter. C'est de s'assurer qu'on peut répondre à nos besoins aujourd'hui sans pour autant piller les ressources des générations qui nous suivront. C'est un véritable pacte intergénérationnel. Pour rendre tout ça plus concret, l'ONU a ensuite décliné ce grand concept en 5 piliers, les 5 P. Il y a bien sûr la planète, mais aussi les personnes, la prospérité, la paix et les partenariats. On voit bien ici que ce n'est pas juste une question d'écologie, c'est une vision globale pour une société plus juste et plus saine. D'accord, c'est une belle vision, de grands principes, mais comment on passe de ça à des actions concrètes, au jour le jour? Eh bien, la réponse se trouve au cœur même de notre économie, dans les entreprises. Et c'est précisément là qu'intervient le management durable. C'est, en quelque sorte, la traduction du développement durable en langage business. Il ne s'agit plus de faire un peu de greenwashing pour l'image. Non, il s'agit d'intégrer ces principes au plus profond de la stratégie et des opérations de l'entreprise. On entend souvent parler aussi de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, quelle est la différence? C'est simple. Imaginez que le management durable, c'est le moteur puissant et nouvelle génération de votre voiture. Eh bien, la RSE, c'est le tableau de bord, le GPS, la feuille de route qui permet de piloter ce moteur pour aller dans la bonne direction. Les deux sont indissociables. Très bien, mais alors concrètement, sur quoi ça repose, ce nouveau management? En fait, il est soutenu par 2 grands piliers qui sont absolument essentiels. Le premier pilier, c'est assez logique, c'est le management environnemental. Comment l'entreprise gère-t-elle sa relation avec la planète, avec les ressources? Et le second pilier, tout aussi important, c'est le management interculturel, c'est-à-dire la relation de l'entreprise avec les gens, la diversité, les cultures. Au fond, c'est la planète et les humains, les deux faces d'une même pièce. Et rien que sur la partie environnementale, on voit qu'il y a 2 écoles. D'un côté, il y a le management passif. On fait le strict minimum, juste ce que la loi exige. On joue en défense. Et de l'autre, il y a le management actif. Là, on joue en attaque. On anticipe les problèmes, on innove et on cherche à faire de la contrainte écologique un véritable avantage. Allez, à cette théorie, prenons un exemple très concret qui illustre parfaitement cette approche active, l'éco-conception. L'éco-conception, ça change complètement la donne. Au lieu d'essayer de limiter les dégâts à la fin, on intègre l'environnement dès le tout début, dès la feuille blanche, dès la conception du produit ou du service. L'idée, c'est de penser à minimiser l'impact à chaque étape. On parle souvent de l'approche du berceau à la tombe. Ça veut dire qu'on analyse absolument tout le parcours du produit, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu'à ce qu'il va devenir une fois sa vie terminée. Ce cycle de vie, on peut le découper en 5 grandes étapes.
D'abord, d'où viennent les ressources. Ensuite, comment on fabrique le produit. Puis, comment on le distribue. Après vient toute la phase d'utilisation. Et enfin, que se passe-t-il en fin de vie? L'éco-conception, c'est optimiser chacune de ces étapes. Et attention, ce n'est pas fait au hasard, au doigt mouillé. C'est une démarche très scientifique, qui s'appuie sur un outil qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, ou ACV. C'est une sorte de check-up complet du produit, qui mesure absolument tous les flux de matière et d'énergie, pour savoir où on peut s'améliorer. Alors, quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, on voit se dessiner une nouvelle vision, le portrait robot de l'entreprise de demain, l'entreprise durable. Et elle ressemble à quoi cette entreprise? Eh bien, elle est engagée, elle gère ses risques, elle a une chaîne d'approvisionnement clean. Mais ça va plus loin, elle attire les meilleurs talents, elle innove constamment et elle tisse un lien de confiance très fort avec ses employés, ses clients, ses fournisseurs, bref, avec tout son écosystème. Des mots comme responsable, éthique, citoyen, recyclage, durable, tout ce vocabulaire, ce ne sont plus juste des slogans marketing. Ça devient l'ADN, le langage quotidien des entreprises qui ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans la construction de l'avenir. Et ça nous amène à la question finale. Cette transformation profonde vers un modèle d'entreprise durable, est-ce que c'est encore un choix stratégique, une option parmi d'autres? Ou est-ce que c'est tout simplement devenu la seule voie possible pour être encore là demain? C'est la question qui reste ouverte.